Faut pas me dire qu'un pays développé, c'est un pays où il y a le TER, c'est un pays où il y a des, je sais pas moi, il y a des gratte-ciel, mais est-ce qu'on n'aurait pas, c'est juste une question que je pose, est-ce qu'on serait moins développé si on avait de belles cases faites en terre battue et bien construites qui respectent l'écologie? Je ne pense pas que ce soit problématique. On est en train de former beaucoup de littéraires, par exemple, alors qu'on a un besoin criard en, plombier professionnel, en mécanicien professionnel, en professionnel. Mais nous nous sommes tellement battus, nous nous sommes tellement débrouillés que ces métiers-là sont appelés sots métiers, ce qui n'est pas le cas. Et même culturellement, on a de sérieux problèmes. L'enfant de guerre, est-ce qu'il voudra faire de la cordonnerie? C'est une question qu'on va poser. Oui. Fils ou fille de guerre, est-ce qu'il peut être guerre et bijoutier? Est-ce qu'il peut être guerre et cordonnier? Est-ce que aimer l'Afrique sincèrement, aimer vos pays sincèrement, c'est aussi travailler au bénéfice exclusif des populations africaines. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ce podcast vous trouve en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie, nous allons parler de communication et de géopolitique et de l'impact que cela peut avoir sur les prises de décision. Je vous rappelle que nous sommes sur le think tank African Economics Matter, le think tank 100% autonome fait par des Africains pour des Africains. Et l'invité qu'on a aujourd'hui va vous éclairer sur tout ce que vous devez savoir sur la géopolitique, de tout ce que vous devez savoir sur la communication. Bien sûr, je vais lui laisser le soin de se présenter. Brice, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Léna, merci de m'avoir invité. Merci aussi à l'AEM, le think tank qui tient ce podcast-là. Je suis Brice Koué et je suis enseignant. Enseignant. Alors Brice, très vite, nous allons te permettre de te présenter. Qui est Brice? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, actuellement, je travaille comme responsable de la communication de la marque pour une fintech installée en Afrique depuis 2020. À côté, je suis enseignant en géopolitique africaine, en management aussi, depuis un peu plus de 10 ans au Sénégal, dans différentes universités. Alors Brice, je vois que tu as un parcours très hybride. J'aimerais bien qu'on vienne là-dessus. Si tu pouvais nous expliquer un peu plus ton parcours, parce qu'on voit que tu travailles dans la communication. Cependant, tu enseignes la géopolitique. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, pour qu'on comprenne un peu mieux? Alors, c'est un parcours effectivement pas atypique, hein, comme tu dis. Aujourd'hui, mon domaine de travail n'est pas lié à mon domaine d'études. J'ai fait des études d'abord en management au niveau licence, avant de faire un master en management des ressources humaines. Euh, oui, en management des De ressources, mieux en mieux. ça n'a rien à voir. Donc, enchaîner avec des domaines dont j'étais curieux, comme la finance d'entreprise, les sciences politiques, notamment la géopolitique africaine, etc. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à enseigner, avant d'entamer une carrière professionnelle d'abord dans les RH, ce qui était logique en ce temps-là, mais ensuite avec tout ce qui est administration. Et aujourd'hui, à tout hasard, je tombe dans la communication, qui de base quand même est ma passion. Mais pas eu la chance de faire des études formelles, en tout cas dans ce domaine-là. Je suis tombé sur une entreprise qui m'a fait confiance et qui m'a permis d'évoluer dans ce domaine que j'affectionne. Alors, on doute tous que la communication est un domaine assez autodidacte. Donc, il est très probable que des personnes venant de filières différentes finissent par atterrir dans la communication, comme ça a été ton cas. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur comment est-ce que tu en es arrivé là? Était-ce une décision de virer ou alors est-ce que ça t'est tombé dessus? Comment est-ce que ça s'est passé?
Une décision de virer, non, pas vraiment, mais le besoin de régler un problème s'est présenté pour l'entreprise pour laquelle je travaille et elle a fait le pari de miser sur quelqu'un qui apparemment avait des talents dans le domaine de la communication. Il s'est trouvé que c'était moi et je suis donc comme ça entré dans le domaine. Cependant, c'est pas juste une affaire de talent. Une fois qu'on a intégré le domaine, on se rend compte qu'il y a beaucoup à apprendre. Et donc, voilà, sur le tas, aller se documenter, aller faire des cours, aller voir les MOOC sur Internet, lire beaucoup de bouquins dans ce sens-là. Et aussi gagner en expérience aux côtés de collaborateurs avec lesquels nous travaillons. C'est cela. Donc, même si on n'a pas été à l'école formelle de la communication, une fois qu'on est dans le domaine, il faut énormément se documenter, énormément apprendre, sinon c'est rapidement compliqué parce que c'est un domaine très, 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 très sensible. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, notamment le fait que ce soit un domaine vaste et sensible. Alors, la communication est très, très vaste. D'ailleurs, on a pas mal d'entités qui disent faire de la communication 360. Je trouve ce terme très ambitieux parce que, comme tu l'as dit, la communication est très, très vaste. Cependant, la communication est essentielle à l'Afrique d'aujourd'hui parce que pendant longtemps, en termes de communication, notre histoire a été racontée à notre place. Et tout ce qu'on sait de l'Afrique d'aujourd'hui nous a été raconté par autrui. Ce qui va me faire rebondir sur ma première question lors de ce podcast-là. Que penses-tu de la manière dont l'histoire de l'Afrique a été écrite, comment l'Afrique est racontée? Et si tu en penses en mal, est-ce qu'on pourrait avoir ton avis là-dessus? Alors, bon, d'abord, toute gauche, je n'en pense pas au mal parce que du coup, il y a quand même de l'existant, c'est ce qui est à valoriser. Il y a quelque chose de présent, mais quelqu'un disait que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire des chasseurs. C'est-à-dire que l'histoire aujourd'hui que l'on enseigne à l'Africain dans le circuit académique classique, on ne peut pas tout de suite affirmer qu'elle n'est pas vraie, mais on peut au moins dire que c'est une histoire écrite par les chasseurs. Donc, quelle est la part du lion maintenant? Et je vois que beaucoup de travail est en train d'être fait par différents États africains pour restaurer la part de vérité africaine, ce qui est très, très important. Mais l'Afrique, l'histoire africaine et la communication, il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y avait pas de l'existant. Avant même les colons, avant même cette forme d'histoire qui nous est enseignée à l'école, il y avait quand même la tradition orale qui existait en Afrique et qui était transmise de génération en génération et qui a été bien conservée. Dévoyée ensuite au contact d'autres peuples, dévoyée ensuite par des besoins capitalistes. On sait qu'aujourd'hui, on va dire à Léna, ton grand-père a fait telle chose pour lui faire plaisir, alors que peut-être que dans la réalité, le grand-père de Léna avait fait autre chose. D'accord? Donc, il y a différentes séquences et différentes manières dont l'histoire africaine a été racontée et continue d'être racontée, mais il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits par les États, par les intellectuels. J'ai en tête Felwine Sarr, le professeur Felwine Sarr, qui aujourd'hui quand même a travaillé pour un retour aujourd'hui du patrimoine immatériel africain dans les États africains. Et il y en a d'autres, des travaux de recherche qui sont approfondis par des Boubacar Boris Diop, etc. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait et il faut préserver cela, il faut continuer dans cette dynamique-là pour ensuite l'insérer dans le circuit académique. Il faut que l'histoire, la vraie histoire africaine, soit celle qui soit racontée dans les établissements africains. Alors, je trouve ça intéressant que tu parles de vraie histoire africaine parce qu'on sait comment est-ce qu'une partie de la colonisation s'est faite, comment une partie du lavage de cerveau a été fait, dans le sens où il y a eu pas mal d'instrumentalisation, notamment l'instrumentalisation de l'histoire orale. On nous a fait croire que le récit écrit était plus fiable, qu'il y a eu ce proverbe-là, la parole s'envole, les écritures restent. Oui. Alors qu'avec le temps, on découvre que même les écritures peuvent être falsifiées, ce qui ne rend pas les écritures plus légitimes que notre tradition qui est orale. Je pourrais donner un exemple de l'évangélisation où les colons ont instrumentalisé la Bible et la religion chrétienne pour pouvoir nous avoir dans leur filet.
où ils nous ont fait croire que c'était écrit dans la Bible que le noir était typiquement inférieur à l'homme blanc, etc. Donc si même les écrits arrivent à être instrumentalisés dans une quête politique, finalement, est-ce que les écrits sont plus fiables que l'oral? C'est la question qui se pose. D'ailleurs, à ce sujet, ça m'amène justement à ma deuxième question qui est, une part, tu dis qu'on ne peut pas faire table rase et qu'une part de ce récit est forcément vraie. Selon toi, quelle est la part de ce récit qu'on doit garder? Alors, je ne suis pas historien, donc je ne serais pas forcément... ce serait ambitieux de ma part de dire que ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Surtout que j'ai ces deux contraintes-là, de n'être pas historien, mais surtout de n'être pas témoin du temps en question, du temps historique en question. Cependant, effectivement, l'histoire a été beaucoup dévoyée à travers des récits qui nous ont été servis, mais des récits parfois du regard extérieur, c'est-à-dire l'autre a raconté très souvent notre histoire. Et on nous a dit que l'écrit, effectivement, était plus fiable que l'oral. J'ai envie de dire, est-ce que cela sera vrai dans la génération de mes enfants avec tout ce qui est intelligence artificielle, sachant que tout est modifiable. Maintenant, c'est là où les Africains doivent faire un réel travail de conservation de leur patrimoine historique, mais aussi de transmission de la vraie histoire africaine. Il ne faut pas l'attendre d'autrui. L'autre doit collaborer parce que les colons font partie de notre histoire, c'est une réalité. Maintenant, il faut que leur part d'histoire soit dite, mais il faut que l'histoire africaine soit aussi dite par les Africains en se basant sur les écrits, certes, mais aussi sur ce qui a été notre moyen de transmission le plus sûr, c'est-à-dire la tradition orale. Donc, il faut un mix de tout ça, mais ce qui est plus important dans ce que je dis, c'est il faut que les Africains, il faut que l'Afrique puisse enfin commencer à raconter son histoire, mais à enseigner son histoire. Je ne suis pas contre qu'on enseigne, comment je vais dire, la Chine, le Japon à l'école. C'est bien, parce que le monde aujourd'hui, quand même, il est mondialisé, je fais nos redondances, mais à un moment, il faut aussi mettre l'accent sur ce qu'a été la réalité du Wallo, ce qu'a été la réalité de Béhanzin au niveau du Bénin, du Dahomey, ce qu'a été, je ne sais pas, les autres États africains. Il faut qu'on raconte la bataille d'Adwa qui a permis à ce que l'Éthiopie ne soit pas colonisée. Il faut qu'on dise cette histoire-là dans une réalité, dans une perspective, depuis une perspective africaine. C'est vrai, et aussi se rendre compte qu'eux n'étudient pas notre histoire. C'est très paradoxal. Bon, il y en a maintenant qui étudient l'histoire africaine. Hein. Dans les universités occidentales, on enseigne aussi l'histoire africaine, mais n'y ayant pas étudié, j'ai envie de me demander est-ce que c'est la vraie, entre guillemets, histoire africaine qu'on leur apprend, ou bien celle racontée depuis les lunettes du colon, ou bien en tout cas de l'occupant. Toujours pour rester sur la communication, j'aimerais bien qu'on redéfinisse ensemble les bases pour les personnes qui nous regardent, parce qu'on est tous et toutes d'accord que la communication, c'est un précepte très très vague, très large, et donc il est important dans le cadre de ce podcast de pouvoir tout redéfinir de manière concrète pour ce qu'on va dire par la suite. Qu'est-ce que tu considères comme étant de la communication? Est-ce que la communication, comme on a parlé d'instrumentalisation tout à l'heure, est-ce que la communication peut être politisée? Et si oui, dans quel cadre est-ce que cela peut profiter aux leaders panafricains d'aujourd'hui? La communication doit et est un outil politique. Fact. C'est factuel. C'est un outil politique. C'est-à-dire que la politique sans communication, je ne pense pas qu'elle puisse réellement perdurer. Si d'abord elle peut exister, mais si elle existe, elle ne peut pas perdurer sans communication. Comment définir la communication? Je vais encore une fois, non pas par humilité, non pas par modestie, mais par simple reconnaissance de mes limites, ne pas dire que j'ai une définition, comment je vais dire, savante de ce qu'est la communication. Mais pour moi, c'est simplement mettre les piliers, en tout cas, qui permettent d'établir une communication. Donc, de l'émetteur au récepteur en passant par le transmetteur. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose d'émis par une source ou bien depuis une source qui soit transmis vers
une onde de réception, c'est-à-dire des récepteurs qui vont recevoir maintenant de façon très claire en jouant sur les méthodes de transmission. Si on me demande de définir de façon très simple la communication, pour moi ce serait cela. Maintenant, effectivement, il faut mettre ça à la disposition du religieux, à la disposition du politique, à la disposition de toutes les entités qui ont en tout cas un objectif au moins de transmission de ce qu'ils sont. Donc, si je comprends bien, la communication est et doit d'ailleurs être politique. Totalement. Alors, comment est-ce que tu penses que le jeune leader panafricain pourrait s'en servir aujourd'hui pour défendre ses causes? J'ai dit que c'est un outil politique. Alors, le jeune leader panafricain tout simplement, le leader africain tout simplement, ou bien le leader tout court, sans même donner une connotation nationale ou en tout cas ethnique au mot leader, doit d'abord s'instruire. Nous devons d'abord nous instruire. C'est-à-dire, on ne communique pas si on n'est pas instruit. On ne communique pas si on ne sait pas de quoi on parle. Je sais qu'il y en a qui prennent le risque et que beaucoup prennent le risque de le faire, mais quand on doit communiquer, on doit d'abord s'instruire sur le sujet qui nous concerne, le sujet dont nous allons parler. Donc, le leader africain d'aujourd'hui doit obligatoirement s'instruire avant de mettre ce qu'il sait à la disposition de la communication pour transmettre ou bien pour au moins atteindre ses cibles. Et cela est tellement important que le niveau même du débat, que le type même du débat public est défini par le niveau d'instruction, du peuple, c'est vrai, mais aussi de la classe politique. Regardez quels sont les débats dans notre pays, précisément au Sénégal. Mais oui, on peut parler de choses beaucoup plus légères, comme la danse. On peut parler de choses beaucoup plus légères, comme les cas, comme on dit. C'est vrai, c'est important pour un pays. Mais à côté, les questions économiques sont très importantes. Les enjeux économiques du Sénégal sont très importants. Les enjeux économiques de l'Afrique. Quel est le PIB par habitant au Sénégal? Tu poses cette question-là, on sera très peu à répondre. Pourtant, il y a le site de la NSD qui donne ça. D'accord? Donc, il faut aussi de l'instruction pour la masse, pour les populations, mais aussi pour les leaders politiques, afin que le débat public soit bien orienté vers des choses beaucoup plus essentielles. C'est bien. En même temps aussi, ce qui est dommage, c'est que le débat public, comme tu le dis, est orienté par des paramètres comme le taux d'audience, donc les télévisions, les plateformes digitales, parce que n'importe qui maintenant est journaliste, enfin présentateur du moins, chroniqueurs, je pense que c'est le terme qu'ils utilisent. C'est très bien. Ils sont tellement orientés sur le taux d'audience qu'au final, ils font ce qui marche et non ce qui est nécessaire. Oui. Et c'est en partie à cause de la population. Parce que si tu fais ce qui intéresse la population pour avoir un grand taux d'audimat et que c'est en ayant ce genre de scandale que tu as un grand taux, comment est-ce qu'on peut techniquement changer la tendance? Alors, moi, je trouve qu'on accuse beaucoup la population de choses dont elle n'est pas toujours coupable. Alors, je mets ça en forme de question. Est-ce que c'est parce que nos médias, nos télévisions, nos radios ont beaucoup mis en avant le ludique, le léger, et que donc finalement la population s'est adaptée aux médias, ou bien c'est parce que la population s'est tellement mise à la légèreté, au ludique, que les médias se sont adaptés? Moi, je pense que c'est la première. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut influencer, la population, ce n'est pas un truc où c'est une seule personne, non. Ce sont plusieurs entités, ce sont plusieurs réalités, ce sont plusieurs éducations, plusieurs réalités. D'accord? Donc, si les médias avaient fait ce travail de dire nous allons maintenir le niveau du débat public à une certaine hauteur, la population se hisserait à cette hauteur-là. Mais nos médias ont décidé volontairement de mettre les choses de façon tellement basse et ils vont vous dire que c'est parce qu'on est dans un pays avec un grand taux d'analphabétisme, avec un faible taux d'éducation, en oubliant leur rôle dans l'éducation. Tout à fait. Les médias, ça doit éduquer. La télé, ça doit éduquer. La radio, ça doit éduquer. Les sites internet, les podcasts, comme vous en faites, ça doit éduquer. Si on met ça vraiment en valeur, la partie éducationnelle, la partie savoir, envie de savoir, possibilité de transmettre du savoir, si on met ça en avant, je suis certain que la population va
va s'adapter. Pour terminer sur ce sujet, je donne un exemple. Aujourd'hui, les valeurs d'éthique, de morale sur le champ politique, dans la gestion des affaires de la cité, mais c'est en train de prendre une ampleur. Pourquoi? Parce qu'on suppose, ou bien on sait, ou bien on croit, je n'ai pas de certitude là-dessus, que les dirigeants sénégalais sont des personnes éthiques, sont des personnes avec de bonnes valeurs morales, de bonnes références morales. Donc toute la population, en tout cas la majorité de la population, est en train de faire l'effort de se hisser à ce niveau-là. C'est une minorité qui tire une majorité. Voilà. Donc il faut que les efforts soient faits par ceux qui ont les médias pour que la population s'adapte. Sur cette partie, je pense que je suis totalement d'accord avec toi. Parce que je pense qu'on peut amener n'importe qui à s'intéresser à n'importe quoi si on aborde le sujet de la bonne manière. Et que ça demande de la pédagogie, effectivement, pour savoir comment aborder un sujet, pour que même les profanes puissent y comprendre un minimum. C'est exactement cela. Donc c'est à peu près le rôle des médias aujourd'hui, c'est un peu leur défi, de relever le niveau tout en gardant assez de pédagogie pour que les jeunes s'intéressent à des faits d'utilité publique sans pour autant rendre le sujet trop élitiste. C'est ça, et sans laisser tomber d'ailleurs ce côté léger, comme je dis, pas mettre ça toujours élitiste, mais il faut qu'on parle de danse, il faut qu'on parle de cas, il faut qu'on puisse s'amuser dans ce pays-là, il faut qu'on garde ce côté léger-là, mais tout en n'excluant pas un côté quand même un peu plus sérieux, entre guillemets, des choses. D'accord. Alors, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, brosser un rôle que tu as joué, c'est ça? Oui. Le rôle du président Senghor au cinéma. On dit que souvent qu'un rôle change la perception d'une personne. J'aimerais bien savoir comment jouer le rôle de ce leader africain a changé ta perception de lui, ta perception de l'Afrique, ta manière de voir la politique et aussi la géopolitique. Est-ce que ça t'a influencé? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Alors, ça a été, j'ai interprété Senghor dans 2 films. Le premier, c'était d'abord Black and White, qu'on a tourné en 2019, qui est un film de Moussa Sen Absa. Et le second, ça a été en 2024 avec Amina Ndiaye Leclerc, qui est fille de Valdiodio Ndiaye. Et donc, en racontant l'histoire de son père au cinéma, il y avait Senghor, forcément, parce que Senghor, Valdiodio, Mamadou Dia, tout ça, c'est la même époque. Donc, il y avait un rôle de Senghor et finalement, je me suis retrouvé à jouer ça, sans que le cinéma soit trop mon dada, comme je l'ai dit. Par contre, Brice, tu expliques les choses de manière très, très vague. Tu ne nous as pas dit comment tu es tombé dans la communication. Là, il faut nous dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est un casting dans le cinéma sauvage? Mais attendez, comment est-ce que tu as été repéré je vais te dire comment ça s'est passé. Il y a un lien entre les 2 films. Pour le premier, j'ai un ami qui est dans le domaine du cinéma. Alors, qui va et qui rencontre des gens qui doivent faire le premier film. Et on lui dit, on souffre à trouver un profil Senghor. Il leur dit, j'ai Senghor et je vous l'amène demain. Il m'appelle, moi j'ai jamais pensé faire du cinéma et je t'avoue ici que je n'aime pas en faire. Ah oui? Non. Il m'appelle, il me dit, bon, Joe, Senghor, rôle, film, etc. Je dis, mais moi je peux pas faire ces histoires-là. Moi, je travaille, j'ai mon travail. Il me dit, tu as 2 choix et on est amis. Soit tu viens et puis je suis quelqu'un qui dit la vérité aux yeux de mes pairs, ou bien tu viens pas et je suis autre chose aux yeux de mes pairs. Il t'avait déjà vendu sur le plateau. Je suis parti, ils ont dit, bon, ok, il n'y a pas besoin de casting, Senghor est là. Wow. Allez, ça s'est passé comme ça. Et pour le deuxième film, c'est les gens du premier film qui ont recommandé ma présence dans le deuxième. Donc, je n'ai pas vraiment fait de casting. C'est comme ça que je tombe dessus, comme dans beaucoup de choses dans ma vie où je tombe juste parce que, à tout hasard, je n'ai pas choisi. Juste une petite parenthèse, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le cinéma? C'est une forme de communication en quelque sorte. Oui, mais je n'aime juste, on va beaucoup parler de moi, je n'aime juste pas tout ce qui m'expose. Je suis un paresseux. Je suis un paresseux. J'aime la tranquillité de ma maison, j'aime les livres autour de moi, j'aime être avec mes enfants, mais je n'aime pas être exposé. Malheureusement, tout ce que je fais m'expose et c'est là que se trouve le paradoxe. Mais voilà. Donc non, c'est pas un problème avec le cinéma en tant que tel, mais pour moi, ça m'expose. Voilà. Okay. Et c'est pour cela que je n'aime pas. Mais comment Senghor m'a influencé en jouant ces rôles-là? Je ne pense pas qu'il m'ait réellement influencé. J'ai toujours eu, il paraît, ce petit côté Senghor en moi,
peut-être à travers ma façon de parler, peut-être dans mon comportement, peut-être même physiquement, les gens disent-ils. Mais moi, j'aime la littérature. Je ne suis pas forcément littéraire, mais j'aime la littérature. Et quand on aime la littérature, on aime Léopold Sédar Senghor, naturellement. Donc, ce n'est pas en l'interprétant dans un film qu'il m'a influencé, c'est depuis toujours à travers ses écrits que je l'ai aimé. Que j'ai aimé le Senghor littéraire, j'aime à faire cette précision-là. Et tu partages sa vision politique? Que j'ai aimé le Senghor littéraire sans totalement partager sa vision politique, sans totalement partager ses méthodes politiques. Peut-être sa vision, j'aurais pu épouser, même pas à 100%, mais très peu d'accord avec lui sur ses méthodes politiques. En guise d'exemple, ce qui s'est passé avec Mamadou Dia, Oui. après tant d'années d'amitié, que des faits politiques comme ça se soient déroulés. Non seulement le dommage sur Mamadou Dia, qui n'était pas, à mon sens, totalement innocent de tout ce qui s'est passé, non seulement le dommage sur lui, mais les dommages sur notre pays, pour moi, ont été très, très graves et continuent de nous poursuivre peut-être. Mais voilà, donc il n'y a pas eu d'influence totalement depuis le film, mais il y a eu de l'influence depuis toujours à travers les écrits. Ok. Donc, tu n'as pas eu à faire ce travail-là de rentrer dans un personnage? Non, c'était facile. Oh. C'était facile, pour être honnête, parce que il fallait juste, déjà connaître l'histoire que les films veulent raconter, l'histoire de Valdiodio, quel a été le rôle de... Parce que c'est Senghor qui va mettre Valdiodio en prison. Donc, c'est une histoire que je connais en tant qu'enseignant en géopolitique quand même, que je connais depuis toujours, qu'on m'a apprise aussi étant petit. Donc, je n'avais pas besoin vraiment d'entrer dans le rôle. J'avais juste à connaître les textes et pas forcément par cœur pour venir face caméra. Je te cache pas que c'était facile. À part les longues heures de tournage, c'était pas compliqué. Bon, on va rester dans l'acting un tout petit peu. Encore. Oui, je vais te demander de prendre un rôle. Donc, je pense que, vu que tu enseignes la géopolitique, tu vois un peu la bipolarité du monde actuellement. On parle peut-être de manière exagérée d'une troisième guerre mondiale. Donc, la dernière guerre mondiale qu'il y avait eu, l'Afrique était impliquée de manière indirecte, car sous le régime de la colonisation. Aujourd'hui, l'Afrique est à peu près libre. Je mets toujours cela entre des guillemets, ou du moins souverain, on va dire. Je pense que c'est un mot un peu plus approprié. Si tu étais un dirigeant d'un pays africain aujourd'hui, quelle posture est-ce que tu prendrais? Est-ce que la neutralité est possible dans le monde actuellement avec tous les partenariats stratégiques? Et au cas où la neutralité serait impossible, quelle posture tu penses que l'Afrique devrait prendre? Derrière qui l'Afrique devrait se ranger s'il y a lieu? Oui, il y a plusieurs choses à dire. En mon sens, la première remarque, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme d'une entité unie, alors que l'Afrique, ce sont 54 pays, avec des réalités quand même différentes. Tout à fait. Peut-être beaucoup d'histoires partagées, peut-être beaucoup d'enjeux partagés, mais ça reste 54 pays. Ça, c'est une première remarque que j'aimerais faire. La deuxième, c'est qu'on parle de cette troisième guerre mondiale, entre guillemets, comme si le début était récent. Moi, j'ai envie de dire que c'est depuis longtemps que ça a démarré. La guerre technologique, c'est quand même une forme de guerre, troisième guerre mondiale. Ce qui se passe toujours d'ailleurs entre la Russie et l'Ukraine, c'est une forme de guerre qui existe depuis. Donc, c'est pas maintenant parce que Israël a bombardé Iran, que les États-Unis se sont impliqués, que l'OTAN là-bas parle de... Ça commence pas comme ça. Pour moi, troisième guerre mondiale, c'est depuis longtemps. Anyway, que doit faire un État africain? Je n'ai pas la prétention de, encore une fois, conseiller les États africains, mais pour répondre, la neutralité n'est pas possible. Parce que de toute façon, on vivra les conséquences de ce qui se passe dans le reste du monde. Par A ou par B. Prenons simplement ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie, et qui continue de se passer, a eu des effets sur le cours du commerce, sur le coût du blé, par exemple. Sur le coût du blé. Aujourd'hui, est-ce que ça nous amènera à augmenter les prix du pain? Donc, finalement, nous tous, on sera concernés. Donc, il n'y a pas de neutralité possible. Maintenant, il faut anticiper. Pour moi, les États africains doivent anticiper, même s'il n'y a pas d'unité de l'Afrique, mais qu'il y ait des organisations sous-régionales et régionales fortes
l'Union africaine doit être une organisation assez forte, militairement très bien dotée, politiquement très bien dotée, économiquement très bien dotée pour pouvoir apporter une riposte en cas d'attaque sur l'Afrique, pour pouvoir riposter en cas de récession, etc., etc. L'autre chose, que l'Afrique aussi puisse être, ou bien que les États africains puissent jouer un rôle diplomatique fort dans la résolution des conflits actuels. Ça doit pouvoir se faire. Je ne comprends pas qu'on considère les États africains trop petits pour faire de la médiation entre, soi-disant, des grands de ce monde-là. Oui. Alors que toutes les ressources aujourd'hui sont en Afrique. Sortez les États-Unis de l'Afrique, les États-Unis auront des problèmes. Sortez la France de l'Afrique, la France aura des problèmes. Sortez d'autres... Voilà, la Chine. Sortez la Chine de l'Afrique, elle aura des problèmes. Donc, les grands de ce monde-là ont besoin de l'Afrique. Maintenant, puisqu'ils ont besoin de nous, autant parfois quand même, ou plus que nous avons besoin d'eux, regardons-nous droit dans les yeux, par respect, parlons-nous directement et disons-nous que nous, Africains, nous pouvons jouer un rôle de médiation dans ce... Mais cela passe d'abord par se respecter. Un sommet États-Unis-Afrique n'a aucun sens, oui, à mon avis, qu'un pays puisse convoquer des États africains et appeler ça sommet États-Unis-Afrique, qu'on se respecte. Donc, moi, pays tel, j'appelle 54 États, je les convoque chez moi, sommet sino-africain, Chine-africain, Chine-Afrique. Why? La Chine, un pays qui est capable d'organiser un sommet avec un continent. Avec un continent. Il faut qu'on soit sérieux. Mais il faut d'abord que les dirigeants africains actuels puissent se dire, écoutez, c'est notre temps, il faut qu'on accepte de changer les choses, qu'on se donne la valeur que nous avons. Encore une fois, est-ce qu'on ignore, est-ce qu'ils sont en train d'ignorer ce sur quoi ils sont assis? C'est comme un milliardaire là qui s'assoit et qui fait encore... Mais attention, il faut à un moment qu'on arrête, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on regarde les autres de ce monde-là d'égal à égal. Oui, sachant que l'Afrique a construit les autres puissances, mais n'arrive pas à se construire lui-même. Je pense que tu as totalement raison, c'est une question de conscience, c'est une question de prendre en compte la chance qu'on a, les richesses qu'on a. C'est ça. Et je pense que ça, ce serait le premier pas vers la vraie souveraineté dont on parle. C'est ça, c'est ça. Je vois qu'on a fait petit à petit la transition de la communication à la géopolitique. Oui. Donc, il a beaucoup insisté de le présenter comme enseignant. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce par quoi, peut-être par lequel tu te définis le plus. Donc, du coup, tu enchaînes la géopolitique. Je pense que ce qui m'a le plus surpris venant de ton profil, c'est vrai qu'il y a à peu près 5-10 ans en arrière, il y avait très peu d'écoles qui le faisaient, des écoles supérieures, mais qu'aujourd'hui, enseigner la géopolitique est de plus en plus courante. J'ai aussi l'impression que c'est une question stratégique. Pourquoi est-ce que tu penses que ce module ou cette filière suscite de plus en plus d'intérêt auprès des écoles qui forment les leaders de demain? En raison de tout ce que nous nous sommes dit tout à l'heure, aujourd'hui, apprendre la géopolitique, c'est important. D'abord pour la connaissance historique du continent, d'abord pour la prise en main aussi, en tout cas la connaissance aussi des enjeux économiques de l'Afrique. C'est important aussi d'apprendre la géopolitique pour pouvoir être un leader conscient de tout ce qu'est notre patrimoine en tant qu'Africain, en tant qu'État africain. Les leaders de l'Afrique qui ne connaissent pas les enjeux géopolitiques mondiaux, africains aussi, regardez, nous sommes dans un sous-continent qui est en train d'être divisé. Vous avez l'AES d'un côté, la CEDEAO de l'autre côté. Il y a encore beaucoup de liaisons, beaucoup de tractations pour que les États de l'AES reviennent. Mais on oublie quelles sont les raisons aussi qui ont poussé ces États de l'AES à se retirer. Quels sont les enjeux sécuritaires auxquels les États de l'AES font face? Quels sont? Donc, leaders africains actuels et demain, obligés d'aller apprendre les enjeux géostratégiques, géopolitiques de l'Afrique pour pouvoir bien se positionner. Imaginez que nous ayons en 2024 un président qui dit « Bon, le Sénégal sort de la CEDEAO, on va rejoindre l'AES parce qu'il semble plus guerrier. » C'est quelque chose qui aurait pu se faire. Où est-ce que ça nous mènerait? Je ne peux pas en préjuger.
D'accord? Ce n'est pas une situation qui est arrivée, mais si ça arrivait, dans quoi serions-nous? D'accord? Est-ce qu'on se réveille, on dit, on coupe tout de suite, et j'ai vu par exemple ce débat-là, il faut couper tout de suite le cordon ombilical avec la France, couper tout de suite les relations avec la France. Mais on a rapidement fait de comprendre que ce n'est pas cela qu'il faut faire. Oui. Il faut être avec la France, avec les États-Unis, avec d'autres États, dans une coopération intelligente, mais surtout une coopération digne, où on se regarde d'humain à humain, où on ne se regarde pas de maître à esclave ou de je ne sais quoi autre, d'accord? Donc, et ça, pour le savoir, il faut avoir connaissance des enjeux géopolitiques et géostratégiques. D'accord, je vois un petit peu. Tu pourrais nous éclairer aussi un petit peu sur la géopolitique et j'ai aussi entendu parler de géostratégie. Ouais. Est-ce qu'au final, la géopolitique, ça se limite aux relations diplomatiques? Non, 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 pas du tout. J'ai parlé d'histoire, j'ai parlé d'économie, géo comme espace. Vous avez l'espace donc géographique, d'accord, qui peut être Afrique, qui peut être Sénégal, qui peut être juste Dakar, qui peut être juste Abidjan, par exemple. Maintenant, les enjeux politiques qui vont avec, d'accord, la gestion même de ces espaces politiques-là, d'accord, pour faire en tout cas un peu de sémantique, un peu disséquer le mot et aider à facilement le faire comprendre. C'est une branche des sciences politiques et ce n'est pas quelque chose de savant, d'extraordinaire, hein. Aujourd'hui, la géopolitique, c'est apprendre la géopolitique, c'est apprendre à connaître l'Afrique, apprendre à connaître le territoire, donc la géo, apprendre à connaître ce qui vient, faire de la prospective, donc connaître où on va, ce qui vient à nous, etc., tout en se basant sur l'histoire, comment on combine les deux ou bien comment on règle les problèmes liés à ça. C'est simplement ça. Rien de bien compliqué. Après, les termes aujourd'hui peuvent sembler savants, peuvent être grandiloquents, mais la vie, elle est plus simple que ça. Géopolitique, apprendre la politique de l'espace concerné. Géostratégie, ça va dans ce sens, d'accord? La stratégie pour l'espace concerné. Aussi simple que ça. Alors, j'aimerais juste un peu rebondir sur tes propos de tout à l'heure. Tu as parlé de l'impossibilité d'une neutralité. Je vais essayer de reprendre les propos de Senghor, qui considère le monde comme un village planétaire, dont la seule solution à la paix serait le métissage, etc. Donc, moi, j'aimerais savoir comment dans un village planétaire, on est tous interdépendants. D'un point de vue personnel, tu trouves que l'Afrique est trop dépendante du regard extérieur? Je sais que une partie des leaders pensent que les notions de développement, par exemple, ont été imposées avec des indicateurs qui sont purement européens centrés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont défini ce qu'était le développement et qu'aujourd'hui, on doit calquer notre économie et notre politique sur leur vision du développement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'Afrique a mal défini ses priorités en termes de développement à cause de ce regard extérieur? Est-ce que déjà l'Afrique s'est définie? Mal défini, Très ce bonne serait question. un pas ensuite. Mais est-ce que déjà l'Afrique s'est définie? J'aime beaucoup Felwine qui pense que l'Afrique n'a personne à rattraper. C'est en réalité, il ne faut pas me dire qu'un pays développé, c'est un pays où il y a le TER, c'est un pays où il y a des, je ne sais pas moi, il y a des gratte-ciel, mais est-ce qu'on n'aurait pas, c'est juste une question que je pose, est-ce qu'on serait moins développé si on avait de belles cases faites en terre battue et bien construites qui respectent l'écologie? Je ne pense pas que ce soit problématique. Si on avait toujours un pays où les gens se déplacent avec des moyens de locomotion qui sont moins polluants, on ne serait pas moins développé que les autres. Tu vois? Donc, effectivement, tu le dis, est-ce que l'Afrique définit mal la notion de développement? Priorité. Moi, j'ai dit, est-ce que l'Afrique définit simplement la notion de développement? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les agrégats qui sont utilisés pour juger du niveau de développement d'un pays, comme tu dis, sont relevant, sont en accord avec l'Afrique, c'est aussi une question à se poser. Dans un pays, dans un continent, sur un continent où les gens majoritairement vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, avec moins d'1 dollar par jour, il faut redéfinir les notions de développement. Il faut même redéfinir la notion de travail, la main-d'œuvre. On est en train de former beaucoup de littéraires, par exemple, alors qu'on a un besoin criard en, plombier professionnel
en mécanicien professionnel, en professionnel. Mais nous nous sommes tellement battus, nous nous sommes tellement débrouillés que ces métiers-là sont appelés sous-métiers, ce qui n'est pas le cas. Normalement, un plombier qui s'est professionnalisé au Sénégal, qui a bien appris à faire ce métier-là, celui-là s'en sort financièrement très bien. Un bon mécanicien qui est allé à l'école de mécanique, qui a appris ce que c'est que le circuit d'une voiture, les pannes, savoir les détecter, utiliser les machines de diagnostic, celui-là se fait une bonne position. Quel que soit le métier, mécanicien ne devrait pas être plus valorisé, par exemple, que le cadre supérieur en Afrique. Parce qu'on a besoin de vrais mécaniciens, on a besoin de vrais maçons, on a besoin de... Mais parce qu'on ne définit notre trajectoire qu'à travers les lunettes de l'extérieur, on a des problèmes. Si le Sénégal se posait, je donne toujours l'exemple du Sénégal parce que c'est mon pays, c'est celui que je connais le mieux, si le Sénégal se posait et se disait j'ai besoin de former plus de médecins, j'ai besoin seulement de former du personnel pour mon pays, il verrait que l'orientation de son système éducatif n'est pas forcément la meilleure et qu'il devrait réorienter. Donc oui, redéfinir le développement, mais il y a Axel Cabot qui avait posé une très belle question dans son magnifique bouquin, et si l'Afrique refusait le développement? Je ne sais pas, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'on refuse le développement. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que la structure des pays européens est très différente de la nôtre, que ce soit en termes climatiques. C'est ça. Donc tu as parlé de casse tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le développement, ce serait forcément de grands buildings? Il y a aussi la structure familiale, parce qu'ils ont une structure assez nucléaire de la famille, alors que chez nous, le sens famille est beaucoup plus large, que économiquement parlant, c'est 2-3 individus dans une famille qui tiennent toute la famille au complet. Donc c'est vrai qu'on devrait revoir notre structure et nos notions du développement. Exactement. Tu as aussi parlé d'un sujet sur lequel j'allais te poser une question tout à l'heure. Tu as parlé du système éducatif. Est-ce que toi aussi tu le trouves bourratif? Est-ce que tu trouves qu'on nous apprend trop de choses à l'école? Est-ce que tu trouves qu'on ne se spécialise pas assez tôt dans le circuit éducatif et que du coup ça fausse le marché de l'emploi qui est censé pouvoir régler nos problèmes de développement? Moi, je trouve simplement qu'il n'est pas très adéquat aux besoins réels du marché. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que le Sénégal a besoin de maçons, de plombiers, Donc, est-ce qu'on n'en forme pas réellement? On ne spécialise pas les gens. Et au-delà de n'être pas adéquat, il est fait, comment je vais dire, de notions, de clichés. Il est fait de clichés. Les littéraires sont nuls, les scientifiques sont plus intelligents. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle un littéraire? Qu'est-ce qu'on appelle un scientifique? Quelles sont les aptitudes qui font que tu vas orienter tel en série littéraire et l'autre en série scientifique? Comment tu as fait pour que l'élève A soit bon en sciences et l'élève A ne soit pas bon en sciences, que l'élève A soit bon en littérature? Donc, il y a tellement de problèmes à régler. À commencer par la barrière linguistique. Moi, je ne dis pas qu'il faut commencer à enseigner intégralement dans nos langues nationales, mais je sais que pour avoir suivi quelques cours de mathématiques en Wolof, je les ai mieux compris que quand on me les a expliqués en français, alors que Dieu sait que je pense avoir un bon niveau en français. Maintenant, est-ce que l'enfant né à Mborom Diop, 3 km après Louga, si on lui faisait de bons cours de mathématiques en Wolof, il ne s'en sortirait pas? Est-ce qu'on ne formerait pas de meilleurs scientifiques? Donc les questions sont énormes. Le système éducatif, effectivement, comme tu le dis, il est bourratif. Mais enseigne aux gens ce qui est utile pour le pays. Parce que tu ne veux pas former l'ENA pour qu'elle aille servir un autre pays. Oui. Les autres pays, là, quand ils voient les profils que nous avons chez eux, mais ils font tout pour les retenir. Nous, ici, nos médecins sont en train de partir. Parce qu'ils savent qu'ils sont plus valorisés ailleurs. Même s'il faut qu'ils aillent, qu'ils reprennent une bonne partie de leurs études, ils vont aller à l'extérieur, rester là-bas, reprendre une bonne partie de leurs études et rester médecins dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'ici, on ne leur donne pas la valeur. Moi, j'ai vu la dernière fois des médecins qui se plaignaient pour des gardes de 3 500 ou 3 700 francs en 2025. À qui tu donnes 3 700 francs pour sauver des vies? Et après,
nos clients, ce qu'on va voir, et ça c'est une extrapolation, c'est simplement je suis parti à l'hôpital, le médecin ne m'a pas bien traité, il s'est fâché. Oui, c'est vrai, mais le médecin, à la fin de la journée, ça reste un humain qui peut-être n'a pas laissé à manger chez lui, donc qui est assailli socialement et qui a de sérieux problèmes. Comment on valorise ces gens-là après les avoir formés 12 ans? Écoute, je suis totalement en phase à propos de ce que tu dis sur le besoin de formation qui n'est pas rempli. Juste pour une petite anecdote, en essayant de ne pas citer, j'ai fait partie d'un groupement politique, activiste aussi. Donc dans ce groupement-là, on a cherché à un moment d'aider ceux qui sont dans le métier de l'artisanat. On a fait une petite ronde, on leur a posé des questions sur leurs besoins et on devait rédiger un plan. Donc à l'intérieur du plan, il y avait la formation en marketing digital pour qu'ils puissent aujourd'hui partager les produits qu'ils ont sur des canaux de communication, d'où l'intérêt de la communication. Car c'est bien d'avoir un bon produit, mais ce qui est mieux, c'est de savoir le vendre exactement. Donc je me rappelle qu'on a vu une petite polémique par rapport au fait, est-ce qu'on intègre une formation? Par exemple, si on parle d'art, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, si on parle de cordonnerie, est-ce qu'on intègre une formation au métier de cordonnier? Oui. Donc le débat principal, c'était non, ils sont cordonniers de père en fils, ils se transmettent le savoir. Est-ce qu'ils ont besoin de réapprendre ça? Alors qu'en réalité, la question c'est, ils arrivent à faire des chaussures qui sont utilisables, mais est-ce qu'ils sont compétitifs sur le marché international? Aujourd'hui, les plus grandes marques de fashion africains, ce sont des personnes qui sont parties s'instruire à l'étranger et ramener le savoir ici. Mais comme tu l'as dit, c'est des métiers qui sont considérés comme des sous-métiers, donc le besoin de formation ne se fait pas ressentir. Et du coup, on est en train de créer une catégorie de travailleurs qui ont un domaine de connaissances très restreint. Très limité. Et qu'au final, à chaque fois que ça va trop loin, on est obligé d'externaliser le service. C'est ça. Par exemple, est-ce que les mécaniciens qu'on a peuvent régler le problème d'une voiture hybride ou d'une voiture électrique? Voilà. Ça, c'est alors qu'on a des voitures électriques qui arrivent. Et tu mets l'accent sur quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, c'est que même culturellement, on a de sérieux problèmes. L'enfant de guerre, est-ce qu'il voudra faire de la cordonnerie? C'est une question qu'on va poser. Ah oui, c'est vrai. Tu vois un peu. Et on a tellement... Mais il faut les régler. Il faut les régler. C'est vrai qu'il y a ce patrimoine culturel, parfois cultuel, qu'il faut préserver, mais il faut se poser aussi les bonnes questions. Fils ou fille de guerre, est-ce qu'il peut être guerre et bijoutier? Est-ce qu'il peut être guerre et cordonnier? Est-ce que si on ne règle pas ces problèmes-là, on va très difficilement s'en sortir. Oui, c'est vrai. Il faut les régler. Donc, toujours pour rester dans l'enseignement, ce qu'on nous apprend en premier pendant les études supérieures, c'est que je ne dirais pas que ton professeur devient ton égal, mais il s'agit moins d'assimiler. Oui. Donc, je suppose qu'on dit souvent qu'on apprend de ceux à qui on apprend. Qu'est-ce que tu apprends principalement de tes élèves? Tout. J'apprends de mes élèves déjà la vie. Quand j'ai une classe de 50 personnes, quand j'entre, ce sont 50 histoires que j'ai en face de moi. Et c'est tellement magnifique. Je les pousse parfois à parler, je les pousse parfois à dire des choses. Et je les pousse parfois à me préjuger. En guise d'exemple, j'ai écrit mon deuxième livre suite à des préjugés sur mes origines. Ça se disait beaucoup, c'est un fils à papa, la façon dont il parle, c'est un fils à papa. Et quand je sors ce livre-là, qui est une autobiographie, ils disent waouh, eh bien, ok, c'était ça le parcours, nous on s'est trompé. Mais quelque part, j'avais provoqué ça parce que j'apprends de mes étudiants ce qu'ils disent de moi, j'apprends ce qu'ils disent d'eux, j'apprends de ce qu'ils disent de leur famille, de leurs origines, etc. Mais aussi, j'apprends de ce que j'enseigne. Parfois, mes étudiants m'apprennent des choses que moi, je suis supposé leur enseigner. Parce que j'aurais éveillé en eux la curiosité et qu'ils seront partis faire des recherches peut-être plus poussées que les miennes pour venir les dire en classe et tiens, là, je capte quelque chose. J'ai aussi la chance d'enseigner dans des environnements multiculturels.
où il y a des étudiants qui viennent de tous les pays d'Afrique. Et donc, l'histoire que moi je connais, par exemple, si je dis oui, le Congo, Lumumba, indépendance 30 juin 1960, ce sont des choses que je peux dire. Je peux parler des récessions au niveau du Katanga, etc. Je peux le dire. Mais un étudiant congolais va m'emmener quelque chose de plus que moi, mes études formelles ne m'ont pas permis d'avoir. Mais lui qui a vécu l'histoire réelle au Katanga, ou bien qui a des ancêtres qui ont vécu cette histoire réelle, m'apporte une touche que je n'avais pas. Donc j'apprends énormément de mes étudiants et je n'ai jamais autant appris que quand j'ai commencé à enseigner. C'est très très intéressant. Ça montre la répercussion que l'enseignement peut avoir autant sur eux que sur toi. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui leur retour te permet de pouvoir réorienter tes méthodes d'apprentissage? Est-ce que ça t'en apprend plus sur les réels besoins de cette industrie au final, de l'apprentissage, comment est-ce que c'est vu au Sénégal? Et selon tout cela, les retours, ton expérience professionnelle et personnelle, qu'est-ce que tu penses que le système éducatif sénégalais a besoin de plus pour pouvoir éduquer des leaders? Alors, je suis un homme chanceux. J'introduis par ça. Il y a encore quelques années, avant que la Covid ne mette fin à cela, j'ai enseigné au-delà des écoles sénégalaises et africaines au CIEE, littéralement, ça signifie Council in International Educational Exchange. C'est des étudiants américains qui quittaient les États-Unis, venaient passer 6 mois au Sénégal et moi, j'étais chargé de leur donner des cours en Sciences Po, en Géopo. Et quand je regarde la manière dont ces gens-là avaient envie d'apprendre, que je comparais ça à la manière d'apprendre sénégalaise ou africaine, en tout cas dans mes classes sénégalaises, je me disais, tiens, peut-être que là, j'ai eu une explication de pourquoi on pense que les autres ont un meilleur niveau. Je vais vous dire, si ces Américains-là voulaient juste que je discute avec eux, comme je suis en train de le faire avec toi là, sans attendre quelque chose d'extrêmement grand de ma part, les autres, ils s'attendaient très souvent à ce que moi je vienne leur donner le tout. Les Américains venaient avec des questions, venaient avec des réponses aussi, venaient dans un cadre de panel, on discute. Un cadre d'échange. Voilà. Les autres ont souvent attendu, c'est en train de changer effectivement, ont souvent attendu un professeur transmetteur qui vient, qui sait tout et qui donne tout. Mais un professeur reste un être humain. Oui, personne n'a la science infuse. Voilà. Donc, il y a une évolution à faire à ce niveau-là dans l'enseignement sénégalais, dans l'enseignement africain. Et les écoles privées supérieures sont en train de le comprendre. Même la configuration même de la classe, il ne faut pas... Vous voyez, je reste sur cet exemple avec mes étudiants qui venaient des États-Unis. On était en forme de cercle. Vous voyez? Donc, moi, quelque part, et eux autour. Donc, on avait un cercle et on discutait. Quand on a besoin du tableau, on va aller noter des choses. Bien sûr, il y a des choses, en tant que professeur, c'est toi qui les donnes. Mais il y avait beaucoup qui venaient d'eux. Donc, cette discussion-là. Ici, au Sénégal, vous avez des classes qui sont encore comme ça, superposées, qui ne laissent pas vraiment place à la discussion. Il faut que le prof sache tout et dise tout et donne tout. Les autres, s'ils ont des questions, ils lèvent la main. Bon, dans mes classes, maintenant, ça ne se fait plus. Ça et a encore changé. pire, ceux qui dictent encore les cours. Et il paraît qu'il y en a qui dictent encore les oui. cours. En tout cas, moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas aimé qu'on me dicte les cours. Et d'ailleurs, j'avais rarement des cahiers. De toute façon, écoute, dis tes choses, je vais aller sur Internet, peut-être que je vais trouver. Ou bien, dis tes choses, je vais prendre quelques 2-3 notes. Ça me permet d'avoir l'idée générale, je pourrais retransmettre, tu vois. Mais je pense que l'enseignement, les méthodes sont en train d'évoluer un peu, mais il faut accélérer cette cadence-là. Montrer, parce que l'ENA, moi, je ne pense pas que d'ici 30 ans, on aura l'école dans le format tel qu'on le connaît actuellement. L'école, je me réveille, je vais à l'école.
pense que ça risque de disparaître. Je pense, ce n'est que mon avis, que ça risque de disparaître et que ce sera l'école depuis ma machine et puis je fais des recherches et puis l'examen va se faire, je vais passer l'examen et puis j'avance. D'ailleurs, le Covid nous a montré que c'était possible. Et pas que l'école, même le domaine Le professionnel. travail. Moi, je dis souvent, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois me lever tous les jours, être à 8 heures dans un cadre fermé, quitter 17 heures. En quoi ça me rend plus productif que je ne le suis déjà? C'était une période triste, le Covid, mais qui a montré toutes nous les a limites beaucoup de ce qu'on a fait et qui nous a Oui. appris beaucoup de choses et qui nous a permis d'évoluer. Et que Enfin, le- en tout cas, à ceux qui ont voulu apprendre des leçons, Oui. ils les ont apprises et ils ont évolué. Il y a encore des entreprises qui continuent d'être ce qu'elles étaient avant la Covid. Tant pis. C'est ça. Donc, juste pour clôturer ce débat, parce qu'on arrive au terme de l'émission, si tu as un dernier message à faire passer aux leaders africains qui nous regardent, que serait ce message, ton mantra, le combat pour lequel tu te bats et tu te battras pour toujours? Si je dois parler si j'avais les leaders africains réunis, en tout cas, et que je pouvais leur dire une chose, c'est aimer l'Afrique, mais aimer l'Afrique sincèrement. Dans cet amour-là, on pourrait exclure les détournements, on pourrait exclure le mal qu'on fait au peuple pour des raisons de pouvoir. Dites-vous qu'au Cameroun, à 92 ans, le monsieur est encore candidat à sa propre réélection. D'accord? Donc, aimer l'Afrique sincèrement, aimer vos pays sincèrement, c'est aussi travailler au bénéfice exclusif des populations africaines. Pas pour vous, pas pour vos clans, pas pour un groupe auquel vous appartenez. Aux dirigeants sénégalais, pareil, dépasser les égos, travailler ensemble parce que c'est ce pourquoi les gens se sont battus, c'est ce pourquoi les gens sont morts, c'est ce pourquoi les gens sont allés en prison, dépasser les petits clivages, les petits calculs et les petits détails pour faire de ce Sénégal, pour faire de cette Afrique-là ce qu'elle doit réellement être, ce qu'elle doit réellement représenter sur l'échiquier mondial. Senghor disait effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, que la mondialisation, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne faisons que recevoir. Il faut que l'Afrique commence à donner, mais pour qu'elle donne, il faut qu'elle obtienne d'abord. Et pour qu'elle obtienne, il faut que les gens travaillent à la faire obtenir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre présence sur ce plateau. Mes remerciements vont aussi à l'encontre de nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre tous les jours. Je rappelle que ça a été le plateau de African Economics Matter, qui est un think tank 100% autonome, dont le but principal est d'amasser et de vulgariser de la connaissance en économique, en finance, en géopolitique, afin de pouvoir former les leaders de demain. Merci pour tout.